Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, la première émission qui donne enfin la parole aux ingénieurs dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux grâce à ceux qui innovent, agissent et font bouger les lignes au cœur de notre société. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'émission. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton suivre de votre plateforme favorite. Je vous laisse en compagnie de l'invité. Bon épisode et bonne écoute. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Ferrière. Nicolas est cofondateur de Carbon App. Bonjour Nicolas, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors Nicolas, ton profil m'avait interpellé parce que tu es ingénieur juriste en environnement, c'est ça, si je ne me trompe pas? Ouais, Euh, est-ce, exactement. est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Eh bien, c'est un diplôme d'ingénieur, donc un diplôme en 5 ans. C'était ce qu'on appelle une prépa intégrée, donc diplôme en 5 ans avec une double compétence à la fois sur les sujets juridiques et à la fois sur les sujets environnementaux. Donc, il y a dans cette formation tout ce qui a trait à l'économie, le droit de l'environnement, la normalisation, la certification, tous ces sujets-là, et tous les sujets environnementaux qu'on peut voir aujourd'hui, que ce soit l'énergie, la préservation de la biodiversité, les sols, la dépollution, la faune, la flore, etc. Donc, c'était très très vaste finalement Ok. comme formation. Et pendant qu'on enregistre cette émission, il y a le mouvement des agriculteurs qui a lieu. C'est juste pour redonner un peu de contexte aux auditeurs, parce que l'épisode sortira peut-être pas à cet instant, mais c'est quoi ton regard par rapport à ce qui se passe actuellement sur ce mouvement, justement, avec ta casquette de connaisseur un petit peu des enjeux environnementaux de notre temps? Bah, c'est un sujet qui est majeur, hein, effectivement. Nous, on est aujourd'hui hyper impliqués dans cette filière agricole qui est en pleine transition, en pleine mutation, notamment pour s'adapter à tous les défis environnementaux qu'on a aujourd'hui, notamment bah, en termes de climat, en termes de réchauffement climatique et en termes d'économie aussi, évidemment, avec des sujets qui revendiquent, qui sont des sujets notamment de concurrence avec d'autres pays en Europe et hors Europe. Donc c'est vraiment des sujets majeurs qu'on traite nous aujourd'hui au quotidien dans la société dans laquelle je suis aujourd'hui, qui s'appelle Carbon App. Et on travaille avec bon nombre d'agriculteurs, donc on est vraiment hyper impliqués, on est en soutien avec eux parce que c'est des sujets qu'on vit au quotidien à leur côté. Est-ce que tu peux donner un exemple de projet concret que tu fais avec eux, justement? Ben, par exemple, je ne sais pas si vous aimez bien les pruneaux d'Agen, mais il faut savoir qu'en France, la majorité aujourd'hui des exploitations qui sont des exploitations arboricoles qui produisent des pruneaux d'Agen, ça fait plusieurs années de suite qu'ils sont frappés par du gel, en fait, tout simplement, que les exploitations, enfin, les productions gèlent à cause du changement climatique. Et en fait, toute la production est perdue. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont laissés complètement sur le carreau suite à ces gels tardifs. Et donc, en fait, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on les aide à diversifier leurs activités pour qu'ils soient plus euh, trop dépendants justement de ces productions-là. Donc, on travaille avec eux à diversifier leur exploitation et à passer sur d'autres arbres fruitiers, d'autres pratiques agronomiques, de façon à ce que ben, finalement, ces gens-là, ben, tout simplement, ils puissent survivre au quotidien et puis continuer à produire, continuer à pérenniser ces exploitations, qui sont souvent des exploitations très familiales. Et ça, bah, en fait, c'est hyper important pour continuer à nourrir les Français d'une part, et, euh, et d'autre part, leur apporter ben, un cadre de travail tout simplement décent. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, Carbon App, nous expliquer un petit peu ce que c'est? Tu me disais qu'en préparant cette émission, vous êtes un opérateur de compensation carbone, un créateur de projets, des gens qui permettent une transition écologique aux industries, aux entreprises, aux agriculteurs. Dis-nous un petit peu plus. Oui, effectivement, on est ce qu'on appelle
un développeur de projet, dans le sens où on accompagne justement ces agriculteurs, mais ça peut être aussi des propriétaires forestiers, ça peut être des industriels. On les accompagne en fait dans des projets qui vont permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Et pour mettre en place ces projets, donc là on vient de le voir avec cet exemple, hein, c'est des transitions environnementales, c'est des projets qui nécessitent de l'argent. Et donc en fait, le dispositif de la compensation carbone permet de façon volontaire à des entreprises ou collectivités territoriales de financer ces projets-là. Et en fait, l'unité de mesure entre les deux, c'est ce qu'on appelle le crédit carbone. Donc c'est une unité c'est une unité de mesure qui permet cette valorisation financière de ce service environnemental rendu, que ce soit par l'agriculteur ou par un propriétaire forestier, par exemple. Ça permet de le monétiser et donc de permettre d'apporter des financements dans les filières et donc d'aider à cette décarbonation et à cet objectif global de lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait principalement sur la base du volontariat. Donc ces entreprises ou ces collectivités territoriales, Ok. on dit qu'elles contribuent à ces projets de lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est une façon pour elles de se dédouaner et de dire, OK, financièrement, on repasse la patate chaude à d'autres, ou c'est une façon, parce que eux-mêmes, de façon incompressible, ne peuvent pas faire grand-chose. Elles participent Oui, financièrement, mais oui, oui, effectivement, il y a eu une phase il y a quelques années où on a fait beaucoup de bruit autour du greenwashing, autour de certains systèmes de compensation carbone. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est dans une utilisation de ces dispositifs qui est plus raisonnée et qui est complètement euh, euh, complémentaire et interdépendante avec d'abord ce qu'on appelle la démarche ERC, c'est-à-dire mesurer, éviter et réduire. Donc on fait un bilan carbone, ces entreprises, ces collectivités, elles font ce bilan carbone, ensuite elles réduisent au maximum leur empreinte, elles se mettent dans une démarche d'action continue pour diminuer finalement leur impact en termes de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, on travaille nous effectivement juste sur un talon résiduel qu'elles ne pourront pas réduire in fine. Et c'est ce talon résiduel sur lequel elles peuvent avoir des actions, encore une fois volontairement, de contribution carbone, soit avec un budget qu'elles se sont définies, soit en essayant de chercher effectivement une corrélation avec cette mesure en tonnes équivalent carbone. OK. Tu as des exemples de projets concrets, peut-être un ou deux, bon, deux, parce que si tu en donnes un, les gens vont se dire, bah, il a fait qu'un truc en fait. Non, donne-en deux. Voilà. Oui, bah, des projets, on peut redonner cet exemple qu'on a un petit peu débuté tout à l'heure avec la plantation de vergers, en fait, hein. Mhm. Donc, par exemple, en Dordogne, ces exploitations qui étaient très très axées sur ces productions donc de pruneaux d'Agen et in fine, Mhm. qui ont fait de l'extension de vergers, donc qui ont acheté des parcelles attenantes qui étaient en friche ou qui n'étaient pas utilisées pour cet objet-là et qui ont planté un verger. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un verger qui va être planté et qui va séquestrer du carbone à la fois dans l'arbre, donc dans la biomasse aérienne et racinaire, et aussi ce verger, il va être enherbé, un peu comme une prairie permanente. Et ça, ben, en fait, c'est un stock de carbone qui est important. C'est une séquestration de carbone qui est importante. Et donc, OK. cette parcelle géographique, en fait, elle va avoir un rôle de puits de carbone. Et c'est ça qu'on comptabilise, qu'on anticipe, qu'on suit, et ensuite qu'on accompagne dans la mise en œuvre grâce à ces financements issus de la contribution carbone. OK. Vous êtes combien aujourd'hui pour à travailler chez Carbon App? On est une douzaine de personnes. Ah, quand même, oui, d'accord. Ouais, on est une douzaine de personnes. La société existe depuis 3 ans et on est à Rennes en majorité et un petit peu à Paris.
Ça tourne fort alors. Ça se développe plutôt fortement, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne pouvait pas faire ça avant, il y a 3 ans, avant 2019-2020. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas en France de dispositif qui permettait de relocaliser cette compensation carbone. C'était aussi ce qu'on lui a reproché auparavant, c'est que les entreprises françaises, si elles voulaient travailler sur ce sujet de la contribution carbone ou compensation carbone, elles pouvaient le faire qu'à l'étranger et Mhm. principalement dans des pays en voie de développement. Et donc, en France, il y a 3 ans, on a eu un dispositif qui a été créé par le ministère de la Transition écologique, qui s'appelle le label bas carbone, et qui permet justement de travailler avec des projets français et donc de relocaliser ces financements qui avant fuitaient hors de France. On les relocalise sur le territoire. Et là, c'est ça qui est passionnant, c'est que ça crée du sens, ça crée des dynamiques locales, et c'est vraiment hyper galvanisant au quotidien de pouvoir travailler sur ces sujets. Et pour donner un deuxième exemple, tu m'as demandé un deuxième exemple, Oui. j'en ai aussi un autre qui est assez simple, qui reboucle avec le sujet du moment de la colère de nos agriculteurs. C'est par exemple, on a un client qui est l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, donc qui est un client euh, dont le métier, en fait, est de travailler dans les ressources humaines, typiquement. Et donc, eux, ils nous ont dit, bah, nous, on aimerait bien aller plus loin que ce qu'on peut faire aujourd'hui et pourquoi pas soutenir des projets. Mais qu'est-ce qu'on va choisir? Et donc là, on les a orientés vers des exploitations agricoles qui étaient portées par des anciens cadres en reconversion professionnelle. Et ça, c'est assez génial parce que aujourd'hui, un des grands sujets dans la filière agricole, c'est le départ à la retraite de près de la moitié de nos agriculteurs dans les 10 prochaines années. Et donc, comment renouveler les agriculteurs français? Et donc là, on a en fait un super exemple de cette contribution carbone volontaire entre une structure dont le sujet au quotidien, c'est de travailler sur l'emploi, et de l'autre côté, une filière qui a besoin de renouveler ses exploitants agriculteurs. Et donc, en fait, bah, pour eux, c'était le meilleur projet, parce que déjà, il n'y en avait pas beaucoup d'autres comme ça, il n'y en avait qu'un ou deux, mais c'était le projet qui avait le plus de sens pour eux. Et donc, ils se sont engagés aux côtés de cet exploitant. D'accord, ok. Bon, je suis pas sûr que l'actualité donne trop envie de se reconvertir, mais bon, n'hésitez pas. Comment tu identifies les projets potentiels, justement? Il y a c'est vous qui allez à la pêche, il y a un pool de projets, comment ça s'organise? On, on a, euh, on a effectivement certains porteurs de projets qui viennent nous voir de par notre notoriété, tout simplement. On a ensuite des partenaires locaux qui sont bien dans chacune de ces filières dans lesquelles on va travailler. Donc on a des partenaires qui peuvent être des coopératives, des bureaux d'études, des syndicats, des fédérations, etc. C'est les acteurs de la filière en fait qui vont nous aider via des partenariats à déployer ce dispositif jusqu'aux porteurs de projet. Donc nous, on va pas à la pêche de chaque porteur de projet, mais on anime et on développe ce réseau de partenaires qui nous permet effectivement de faire émerger ces projets-là. Ok. Et du coup, en quoi la partie juridique intervient dans ce type de projet? Il y a des choses qui... Il y a un lien avec avec ta formation initiale ou pas? Ou l'intitulé de ton Oui, oui, diplôme? oui, oui, tout à fait. Ce système hein, basé sur ces crédits carbone, qui sont des tonnes équivalent carbone, c'est basé sur des méthodologies de calcul qui sont très, très scientifiques et qui sont aussi euh, inscrites dans des cadres réglementaires qui sont très précis. Euh, donc c'est ce qu'on appelle des dispositifs. Donc le label bas carbone est un de ces dispositifs. C'est ce qu'on appelle aussi des standards de contribution carbone. Il y en a
de différents types. Il y en a à l'international, il y en a en France. Et en fait, il faut nécessairement s'inscrire dans ce cadre-là et tout ça est hyper normé, certifiant parce qu'on doit faire passer des auditeurs, etc. Et donc, on est à la limite entre justement la science et ce juridique parce qu'il y a un fort besoin de normaliser les choses, de s'appuyer sur des normes existantes, que ce soit des normes ISO, euh, des, euh, des méthodologies de calcul qui sont reconnues, qui sont vérifiées par des auditeurs, qui sont basées aussi sur un contexte réglementaire. Parce que l'objectif de cette contribution carbone, c'est de faire mieux que ce qu'on aurait fait sans. Donc si la loi vous impose de faire, de planter des arbres, par exemple, à un endroit, en fait, on ne peut pas activer ce dispositif puisqu'il y a déjà la loi qui oblige de le faire. Donc, tout ce qui va être valorisé, tout ce qui va être éligible en termes de projets, c'est des projets qui sont additionnels et donc qui vont au-delà des normes et des réglementations. Donc, c'est toujours notre baseline, la loi, et ensuite, on va valoriser du mieux, du plus, et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc oui, il y a du droit, de la normalisation, de la certification à tous les étages. D'accord, ok. Et c'est quoi les tendances, le futur là-dessus? Tu sens une accélération, un besoin, on va dans la bonne direction. Quelle est ta vision des choses Oui, alors il y a déjà toute une masse, on va dire, toute une masse de travail engagé, de développement de marché sur la mesure, c'est-à-dire le bilan carbone, et ce qu'on appelle la décarbonation au sens général. C'est-à-dire que là, c'est pas vraiment notre métier, c'est juste en amont de notre chaîne de valeur, mais il y a effectivement une énorme traction à la fois du marché, mais aussi impulsée par des réglementations qui deviennent de plus en plus contraignantes sur les entreprises notamment et sur les collectivités territoriales pour qu'elles fassent ce bilan carbone et qu'elles se mettent dans une démarche de décarbonation, donc de réduction et d'évitement de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ça, évidemment, c'est primordial et c'est effectivement en ce moment, ça explose en ce moment. Ensuite, nous, sur le sujet de la contribution carbone volontaire, on vient un petit peu après, mais finalement, on est aussi dans cette vague-là, même si on arrive en complément de cette démarche. On sent aussi évidemment cette vague qui tracte cette demande, ces besoins de nos clients. Et donc, effectivement, la tendance est à un fort développement. Ok, bah écoute, super. Du coup, Carbon App existe depuis 3 ans. Qu'est-ce qui te rend le plus fier par rapport à ce que vous avez entrepris jusqu'à présent? Bah, ce qui me rend le plus fier, c'est de soutenir ces porteurs de projets. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mission, on va dire, de la mission de vie. Donc c'est vraiment très important, très intéressant et puis vraiment galvanisant au quotidien de pouvoir bosser avec ces gens-là qui veulent développer des choses, qui veulent entreprendre, qui veulent effectuer ces pivots, ces transitions de pratiques agricoles qui sont pas forcément faciles. Et donc finalement, ce qui me rend le plus fier, c'est ça, c'est de travailler à apporter des financements à certains qui en ont vraiment besoin, pour aller faire mieux, pour aller et pour aller collectivement en fait à cet objectif de lutte contre le changement climatique. Donc, enfin, c'est vraiment ça au quotidien, ce qui me rend le plus fier. Ok. Et qu'est-ce que tu trouves encore le plus difficile aujourd'hui dans ce contexte? Dans ce contexte, c'est vraiment le fait que ce soit un dispositif qui soit assez jeune encore en France. Donc, on a dit 3 ans d'existence, hein, ce dispositif. Donc, c'est un cadre euh, complexe à appréhender au niveau juridique, normatif, etc., qui est récent
Et donc, on avance effectivement en tant qu'entrepreneur avec une part de flou parfois autour de tout ça. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, qui est pas évident à appréhender au quotidien, et qui fait un petit peu tous les défis de développer une entreprise, d'entreprendre, d'embaucher des gens, de chercher voilà, à stabiliser, à pérenniser une activité dans ce contexte qui est réglementaire, qui change, qui cherche aussi à s'harmoniser à l'échelle européenne et internationale. Donc, il n'y a pas que la France dans tout ça, il y a aussi les interactions de ces dispositifs avec les autres pays. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu le défi du quotidien, parce que quand on s'engage avec un porteur de projet sur plusieurs années, on ne peut pas le lâcher en cours de route sous prétexte qu'une loi a changé. Donc voilà, ça c'est vraiment gros défi du quotidien et un contexte avec lequel il faut savoir jongler. D'ailleurs, au niveau politique, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est souvent le reproche que l'on fait. Ah, tu nous donnes un exemple concret d'une mesure peut-être pas, euh, ex- on va dire, d'une mesure qui n'a pas fait grand bruit peut-être, etc., mais qui a un impact concret. Alors, de toi, de ta fenêtre, on en fait assez au niveau politique ou pas? Je pense qu'on en fait, en tout cas de ce que je vois en matière de contribution carbone volontaire, je pense on en fait assez. Après, on ne peut pas passer de 0 à 100 en un clin d'œil. Le dispositif, il faut le temps de le déployer. On parle de projets qui sont des projets basés sur du vivant, donc qui réagissent aussi avec le temps. On parle de projets industriels avec des cycles industriels qui sont toujours finalement de plusieurs années. Donc on ne peut pas non plus déployer les choses aussi vite qu'on le voudrait avec trois textes de loi et puis c'est parti. Donc je trouve il y a déjà une belle traction, une forte traction sur que nous on constate, mais que nos concurrents, que toute cette chaîne de valeur constate aussi. Et donc, de mon point de vue, ça va dans le bon sens et ça va déjà suffisamment vite. Faut arriver à suivre. Et des exploitants agricoles ou des plantations de forêt ou des industriels, on peut pas. C'est aussi une ressource limitée, donc on peut pas boiser toute la France. On peut pas. Euh, voilà, il faut composer avec toute cette multitude de projets. Donc on peut pas aller plus vite que la musique, très clairement. Ok. Mais effectivement, il va falloir qu'au niveau politique, ça continue voilà, à se cadrer, à se raffermir, parce qu'on a quand même cet objectif à 2050 de neutralité carbone nette de la France, qui est inscrit dans la loi. Donc on a un objectif de résultat, mais il n'y a pas encore tous les objectifs de moyens entre maintenant et 2050. Il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a un certain nombre d'obligations qui commencent à arriver. Mais tout ça va être un long chemin au niveau politique et au niveau du terrain, finalement, pour réussir ce pari de cette neutralité carbone nette qui nécessite qu'on diminue drastiquement toutes les émissions de gaz à effet de serre françaises. Ok, tendance n'est pas bonne. Les températures 2023 sont des températures records. En 2024, là, on part sur les chapeaux de roue avec un mois de janvier très chaud. Les émissions au niveau mondial, même si sur les pays dits occidentaux, certains pays d'Europe, ça baisse. Aux USA, je crois qu'ils ont inversé la courbe aussi. Bon, par contre, il y a d'autres des pays en voie de développement où les émissions s'accélèrent. Donc, du coup, on pourrait penser que la tendance est plutôt négative. Quel est ton point de vue d'ingénieur là-dessus? Oui, effectivement, on est maintenant dans une société où tout va très très vite et on voudrait voir des améliorations et des résultats immédiats. Le problème, c'est que le climat, au sens général, il a une inertie en fait. Il y a une énorme inertie. Donc,
qu'on fasse des actions aujourd'hui, effectivement, on ne va pas changer la donne demain. Il va y avoir une inertie, il va y avoir une zone, un délai pour que vraiment tous ces résultats combinés de toutes les filières et de tous les acteurs eh bien, puissent être visibles dans des degrés, voilà, dans des degrés Celsius, dans une limitation de ce réchauffement climatique. Mais ça ne va pas se faire en un clin d'œil. Après, ce qui est très intéressant aussi à travers ces projets qu'on opère au quotidien, c'est de voir qu'on est quand même sur des cycles qui peuvent être assez courts. Typiquement, on peut avoir des cycles longs. Enfin, planter une forêt, évidemment, ça va mettre 30 ans, 40, 50 ans à pousser. Donc on va être sur ce qu'on appelle un cycle du carbone qui va être un petit peu plus long. Mais typiquement dans la filière agricole, on est sur des rotations culturales qui se font dans une année généralement. Et changer des pratiques, ça permet d'avoir finalement une action qui est beaucoup plus court-termiste Mhm. et pour laquelle en fait on pourrait avoir des résultats rapides, relativement rapides évidemment. Et c'est ça qui est intéressant aussi après, c'est de pouvoir justement finalement agir là où il faut, de façon à construire cette transition et cette réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, de façon à la construire dans le temps, engager des projets pour avoir des résultats à court terme, engager des projets différents pour avoir des résultats à long terme. Et c'est ça qui finalement est assez optimiste aussi. C'est que le cycle du vivant, il a une capacité de résilience qui est quand même assez incroyable et que finalement, même si oui, il y a une inertie à l'échelle planétaire qui est importante, il y a quand même une capacité d'action et des possibilités plus court-termistes qui vont nous permettre de garder le moral et de continuer à avancer. Mais c'est sûr que effectivement, quand on regarde l'actualité d'une saison sur l'autre, il ne faut pas se leurrer. Ça va continuer à se dégrader pendant encore quelques années avant de finalement pouvoir inverser cette tendance. Ok, très clair. Parlons un petit peu d'autre chose. On revient un petit peu sur la vie de ton entreprise, ta vie d'entrepreneur, hein. Carbon App n'est pas la première entreprise que tu fondes. Il y avait deux questions que je voulais te poser. Parle-nous d'un moment où tu as dû prendre une décision commerciale qui allait un peu à l'encontre de tes instincts d'ingénieur. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette question quand tu parles d'instinct d'ingénieur. Euh, pour moi, il y a toujours l'instinctif et l'ingénieur, l'instinctif et le rationnel. L'instinct, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt basé sur du sensitif, alors que l'ingénieur, il va prendre une décision qui va être très rationnelle. Mais c'est vrai que dans la création d'entreprise, il y a toujours des décisions à prendre qui vont en fait opposer l'un à l'autre. Alors, quand on est tous dans le même corps, ça devient compliqué parce qu'effectivement, il peut y avoir des décisions ou des questions en tout cas où l'instinct va pouvoir dire non et l'ingénieur va dire finalement oui ou inversement. Et c'est un jeu d'équilibriste qui est pas évident dans l'entrepreneuriat. Parfois, on peut travailler avec un client avec qui on sait que ça va être difficile ou pas forcément parfaitement aligné avec ce qu'on voudrait, mais pour des raisons rationnelles, il faut le faire quand même, ou inversement. Mais l'une des, euh, on va dire l'un des sujets les plus importants, je trouve, c'est justement d'arriver à à se connaître soi-même et à éviter de tomber dans l'instinctif, de le considérer, mais finalement de quand même garder un certain sang-froid et de pas céder à cette pente qui peut, dans l'entrepreneuriat, faire assez vite déjanter. C'est ce qui, par exemple, conduit des entrepreneurs, et j'en ai fait partie, à vouloir absolument lever des fonds. On se dit, aïe aïe aïe, il faut lever des fonds pour développer la boîte. En fait, c'est pas une solution en soi, mais
quand on se paye pas ou quand on a une trésorerie qui nécessite de dépenser de l'argent, on peut se dire bah, les clients n'arrivent pas, je vais lever des fonds pour me donner du temps, pour développer plus, pour embaucher, etc. Et en fait, bah, ça, c'est typiquement, c'est l'instinct qui va driver cette décision, mais c'est une mauvaise décision. Parce qu'en fait, tout ce qu'il faut, c'est bosser le produit, bosser les clients, décrocher son téléphone, finalement développer une société qui fonctionne, c'est ça. Et donc, ça a été une des décisions, en l'occurrence, qui a été importante au bout d'un moment, c'est de stopper une levée de fonds, de dire non, on va pas lever parce qu'on lève des fonds pour des mauvaises raisons. On va accepter d'avoir une deadline dans l'entreprise, de se dire que voilà, peut-être dans un an, il y aura plus d'argent, donc il faut qu'elle survive. Et donc pour qu'il faut qu'elle survive, il faut se concentrer sur le commerce, le produit, et donc se faire un petit peu violence et pas céder, voilà, pas céder à ses peurs. C'est quelque chose qui est, voilà, c'est quelque chose qui est pas évident, surtout quand on entreprend pour la première fois, mais qui fait jongler l'instinct et le rationnel. Ouais. Ouais, ok, je vois, c'est un point de vue intéressant. Effectivement, à un moment donné, quand on est. Mais je crois que le contexte donne raison, hein, finalement. Les sources de financement se font rares et les entreprises qui ne sont pas capables d'avoir une croissance propre au niveau commercial, ça va poser problème, ça pose problème aujourd'hui. Après, pour grossir et pour avoir une réussite, il faut avoir de l'argent pour pouvoir, ça se nourrit. Mais effectivement, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Des fois, on oublie un petit peu que le commercial est le premier facteur euh, de réussite. Euh, une autre question, d'un point de vue managérial, est-ce que tu as eu déjà une épreuve, quelque chose de très compliqué à gérer, quelque chose qui t'a particulièrement marqué? Oui, alors en tant qu'entrepreneur, c'est toujours un peu l'ascenseur émotionnel, mais effectivement, moi, il y a des sujets qui me marquent assez fortement et c'est souvent quand c'est axé autour de l'équipe, finalement entre les relations humaines, et c'est celles-là que je trouve qui sont les plus difficiles à appréhender, notamment voilà, quand on n'a pas forcément embauché la bonne personne, ou alors encore plus fort, quand on s'est associé avec les mauvaises personnes, quand les intérêts se désalignent, ça peut être pour des raisons personnelles, des chemins de vie, ça peut être pour des raisons professionnelles, des volontés stratégiques qui diffèrent. Au bout d'un moment, ce désalignement fait que ça devient complètement toxique en fait au quotidien et puis ça devient vite complètement invivable. Et donc il faut réussir à s'asseoir autour d'une table et à se dire ok bon ça ne fonctionne plus, il va falloir qu'on trouve des solutions et qu'on prenne des décisions. Et donc ça c'est ce qui est vraiment le plus difficile, c'est de se séparer d'un associé ou de se séparer d'un collaborateur. Euh, Ça c'est pour moi c'est vraiment l'humain qui est qui est difficile parce qu'à la fois, ça nous reflète une part d'échec, de se dire qu'on n'a pas réussi soit à former la bonne équipe ou en tout cas à trouver la bonne synergie pour que ça fonctionne. Donc ça nous renvoie un petit peu à un constat d'échec et puis en même temps, il y a de l'empathie, il y a ce côté humain. Aujourd'hui, pour entreprendre euh, et pour faire perdurer des entreprises, il faut des équipes solides. Bâtir une culture d'entreprise, bâtir une équipe solide, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment primordial. Et donc, quand ça se passe pas bien, ben, on a de l'empathie, on se met aussi à la place de ses collaborateurs, et puis en même temps, ça nous renvoie un peu ce constat d'échec. Donc, c'est des choses qui sont très difficiles, je trouve, à appréhender, mais qu'il faut savoir faire. Ok, et du coup, toi, comment tu as senti à un moment donné le point de bascule qu'il valait mieux se séparer plutôt que la situation comment continue de pourrir? Alors, je reviens sur ta question d'avant, sur l'instinct d'ingénieur. Je pense que
le signal, c'est quand tu as à la fois l'instinct et à la fois l'ingénieur qui, qui bipent dans ta tête et qui te disent attention, c'est plus bon. Donc en fait, évidemment, tu as tout ce côté, tout, tout ce côté humain où finalement, bah, tu sens la relation, tu sens comment elle évolue et tu vois que bah, parfois c'est des sujets perso, hein, c'est des gens qui sont, j'en sais rien, qui divorcent, qui changent de vie, qui ont des sujets ou des graves ou pas graves, qui doivent, voilà, auxquels ils doivent faire face. Et puis après, il y a le professionnel, il y a les résultats, il y a où on en est, il y a où on va. Et quand tu as les deux qui bipent, c'est que généralement, il y a un problème, faut faire quelque chose. Non, mais c'est aussi une forme de. Je pense que entreprendre, c'est savoir prendre une forme de courage, hein, prendre les décisions qui s'imposent à un moment donné, même si elles sont difficiles. Alors, Emmanuel Macron nous écoute. Nicolas, on a beaucoup de chance, hein, son directeur de cabinet m'envoie des petits emails régulièrement. Quand est-ce que ça sort? Quand est-ce que ça sort? Je dis calme-toi, toutes les semaines, tous les lundis. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous aimez l'émission, à vous abonner. Vous cliquez sur le petit bouton suivre l'émission. Vous laissez une note aussi, hein, et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir, ou sur Spotify. Tu as la possibilité de faire un vœu à notre bon cher président. C'est quoi ce vœu? Euh, Bonne question. Je pense que le vœu que je ferais, euh, ça va être probablement d'essayer de refaire passer le sujet au sens large de l'environnement, donc de la transition, que ce soit la transition écologique ou autre, de le refaire passer un petit peu sur le devant de la scène, en tout cas un peu plus, et surtout de le, de le considérer euh, un peu d'une façon un peu plus protectionniste. Parce que, parce que aujourd'hui, si je reprends l'exemple des agriculteurs, il y a beaucoup de problèmes qui finalement sont liés à de la concurrence, à ce qui se passe dans d'autres pays, à des importations massives, etc. Et donc, il faut aussi qu'on arrive à reconstruire un peu de, de, de protectionnisme. Enfin, je ne vais pas appeler ça du protectionnisme, mais presque de volonté d'appartenance et oui, c'est ça, de protectionnisme et de personal branding autour de la France et de ce qu'on est et de ce qu'on fait, de façon à vraiment en fait tous travailler pour ce collectif et et pour nous, tout simplement, pour soutenir ces agriculteurs. Et tout ça, il faut réussir à le remettre un peu sur le devant de la scène. C'est peut-être ça que je veux dire par le remettre sur le devant de la scène, mais c'est voilà, le remettre à l'honneur. L'agriculteur français qui bosse comme un malade pour un SMIC en faisant 60 heures par semaine et en prenant 4 jours de vacances dans l'année, je veux dire, c'est pas normal. Il faut, et puis en plus, on voit qu'on a plus il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc, il faut faire quelque chose tout simplement pour qu'on puisse avoir à manger dans nos assiettes et pour en fait qu'on aide, voilà, qu'on aide ces gens-là, qu'on travaille dans notre tissu local et que ça, ce soit un peu le maître mot. Donc, euh, donc voilà, cette logique un peu d'essayer d'être autosuffisant, d'essayer de remettre un petit peu de protectionnisme, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est toujours l'objet de toute façon des transitions écologiques, c'est d'arriver à être autosuffisant sur un certain périmètre. Donc je pense que la France doit aussi un peu euh, recomposer avec ça. Très bien, Nicolas. Écoute, on arrive au terme de cette émission. Je te remercie. Et c'est ta minute promo. Tous les invités ont le droit à une minute promo. Tu peux dire ce que tu veux. C'est toi que ça regarde. Vas-y. Ok, bah, tout simplement, si vous voulez en savoir plus sur Carbon et ce qu'on fait au quotidien aux 5 coins de la France, bah, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur notre site carbonap.fr.
de voir aussi un petit peu sur notre plateforme de projet, sur ce site, vous verrez aussi les hommes et les femmes qui sont derrière ces porteurs de projets, qui sont des gens absolument incroyables. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux, sur LinkedIn principalement, et sur YouTube aussi, puisqu'on a toujours cette volonté de mettre en avant ces porteurs de projets. Donc il y a pas mal de petites vidéos, de petits reportages justement sur le terrain. Ok, super Nicolas, merci beaucoup. Je donne rendez-vous aux auditeurs lundi prochain. N'hésitez pas à partager l'émission si vous l'aimez et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous, cliquez sur le petit pouce, abonnez-vous. Et en attendant une nouvelle aventure lundi prochain, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, newsletter.planeteinger.fr pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À la semaine prochaine.